Je vous demande de faire le bruit pour Wilfried Payne. Ouais, direct. Alors on y va, n'importe, tu choisis le titre que tu veux. Bonjour. Tu peux t'asseoir, installe-toi, tu es chez toi ici, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, comment va? Ça s'est bien passé le voyage? Oh bah très bien, oui. À Paris à 2 heures, c'est bon. Ah, t'es de Paris? Ouais. D'accord, t'es de Paris. Donc, c'était nickel. royal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 3 mots quel est ton rôle dans le processus de Miraculous créatif, un peu ce que tu fais? Raconter des histoires. Ok. Ça fait 3. Mon rôle, c'est... bah non, mais en plus, c'est ça. Hein, je plaisante à moitié quand je dis ça. Je vais dire qu'il commence quand l'équipe d'écriture me confie un script et il se termine quand j'ai livré ce qu'on appelle le PAD. PAD, c'est pour prêt à diffuser. D'accord. Aux chaînes de télé dans le monde. C'est-à-dire que... Alors moi, après, je m'occupe anglais, français. Oui. Le reste, après, c'est... C'est sur combien de pays, d'ailleurs? Je me posais la question. Je sais même pas. C'est vraiment dans le monde entier. Ouais. Ouais. Non, parce que j'ai vu que ça, c'était impressionnant. Je crois que c'est 82 pays. Ouais. Il y a toutes les langues enfin, italien, allemand, anglais, français, japonais, coréen. Mais après, il y a aussi... Enfin, il y a vraiment toutes les langues. En doublage, en tout cas, il y a quasiment toutes les langues. D'accord. Et comment tu expliques, enfin, c'est un peu votre bébé, mais comment tu expliques que ça ait pris une ampleur comme ça Alors, parce que je suis trop bon. J'en parlais tout à l'heure en dédicace, ou même à midi, là. En audiovisuel, même hors Miraculous, hein, qu'est-ce qui fait le succès d'une série par rapport à une autre? Il y a toujours une part voilà. Moi, je compare ça à la mayonnaise, en fait. C'est-à-dire, on a beau avoir des ingrédients, bah, elle monte ou elle monte pas, en fait. Et donc, c'est le bon timing, les bons ingrédients au bon moment. Enfin, voilà, il y a tellement de choses différentes qui font que ça fonctionne. Je crois que le premier moment, je me souviens, où on a senti avec Thomas que quand même il y avait un truc différent de ce qu'on faisait d'habitude, c'est quand il y a eu le tout premier trailer en 2D de la Toei, qui était même pas un trailer en fait, d'ailleurs c'était un teaser, c'était une commande pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner si c'est la Toei qui fabriquait en Miraculous, un peu en style japanime. Et ça a créé une vague instantanée de fan art. On en avait partout sur les murs, alors qu'on n'était même pas en pré-production. C'est-à-dire que le projet était en développement encore. Et là, on a dit quand même... Enfin, on était hyper contents de voir que ça plaisait. Et en même temps, un peu déboussolé, quoi. Parce que, ouais, effectivement, on savait même pas encore trop où ça allait. Et déjà, il y avait une attente de fou. De fou, ouais. Et en plus, il y avait un truc un peu instantané. C'est-à-dire qu'en animation, on a l'habitude de travailler et d'avoir le résultat du travail 2 ans après. Et là, on était pour une première fois, on était dans le même espace-temps, entre le public et la fabrication. Ça, c'est un autre truc qui a beaucoup joué aussi, je pense. D'accord. Et comment... vous êtes à peu près combien dans l'équipe Alors c'est difficile à dire parce qu'en fait du coup entre la saison 1 et aujourd'hui toutes les équipes ont changé. D'accord. Il y a eu beaucoup de mouvements. En saison 1 on travaillait essentiellement pour Zag, Jérémy Zag qui est donc le producteur originel du show. À cette époque-là on s'occupait exclusivement de la pré-production et de la création. Un peu comme un commanditaire, c'est-à-dire on va raconter ça, les personnages c'est ça, les BG c'est ça, enfin les BG pardon, les décors, les décors. Et après c'est devenu un petit peu plus industriel, il a fallu tomber plus d'épisodes pour la demande, pour répondre à la demande.
Donc on a fait venir d'autres studios pour fabriquer. Bon après voilà, il y a le processus industriel qui fait que du coup les équipes ont changé, même sur place. Ouais. Voilà. Mais sinon on est dans un truc à peu près équivalent à n'importe quelle production en France. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'écriture, donc là pour le coup elle est à peu près fixée à 5 personnes fixes. De temps en temps il y a des satellites qui viennent ou qui apportent quelque chose, mais majoritairement il y a un cœur qui est à peu près de 5 personnes. Et ensuite l'équipe sur place, son rôle, c'est de, sur place à Paris, j'entends, c'est de créer les designs des personnages, créer les personnages des décors supplémentaires au fur et à mesure qu'on change de décor. Et ça représente... c'est variable encore une fois selon où on en est de la production, évidemment. Mais en gros, c'est une vingtaine de personnes quand même. Sur Paris. Et après, dans les studios, je peux même pas dire. Mais on a entre 3 et 4 studios en parallèle. À partir de là, c'est même pas chiffrable. C'est des centaines de personnes. Sans compter qu'il y a la post-production aussi. Donc le son, tous les acteurs en France. Le doublage aussi. Tous les acteurs aux États-Unis. Et après, tous les acteurs dans le monde pour les autres pays. Donc ça fait... Oui, il y a du personnel. Voilà. Petite question sur comment est née notre super-héroïne. Alors, est-ce qu'il y en a encore dans le public qui ne connaissent pas l'histoire? Je la redis pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent Alors, elle est née... Donc, Thomas, à l'époque, travaillait dans un autre studio sur un autre projet qui s'appelait Atom. En fait, Atom, c'est A-T-O-M, et c'était Action Teen on Machine, qui est un peu... En fait, c'est G.I. Joe, quoi. C'est une des versions de G.I. C'est une des sous-branches de G.I. Joe. Et il était déjà chef storyboard à cette époque-là. Et arrive le matin une amie à nous qui avait un t-shirt de Coccinelle. Et il faut savoir que dans les studios, on dessine tous toute la journée, et donc quand on a besoin de décompresser, on dessine. Parce que pourquoi pas. Mais sauf qu'au lieu de dessiner pour le travail, on dessine pour le plaisir. Donc, comme c'est notre moyen de langage, plutôt que de faire une blague avec le collègue ou quoi, on va dessiner le collègue. On fait il a fait une citation par exemple, on va noter sa citation, on va la sortir du contexte parce que c'est rigolo, et puis on va la mettre en post-it quelque part. Et donc Thomas, quand il a vu débarquer cet ami avec son t-shirt de Coccinelle, il l'a dessiné en caricaturant un peu ce qu'elle était au moment, et du coup en faisant une super-héroïne Coccinelle. Et puis c'est en faisant ce premier post-it complètement random, que quand même il l'a regardé avec un peu de recul et s'est fait purée, c'est quand même ça rend bien quand même ce truc, c'est cool. Et il faut savoir que Thomas et moi on est hyper fans de Japanime, mais Thomas est aussi très très fan de comics américains. Il est vraiment à cheval entre les deux cultures. Et donc non seulement ça lui a plu, mais en plus de ça, il connaît tous les super-héros américains. Il est allé fouiller, et puis quelques mois plus tard, il s'est fait, mais en fait, il n'y a pas de super-héroïne Coccinelle. Il y avait tout, il y avait Scarabée, il y avait tout ce qu'on veut, tous les insectes possibles et imaginables, mais il n'y avait pas la Coccinelle. Et donc là, il s'est dit, quand même, je tiens un truc. Et puis il a continué de développer le projet. Et il l'a présenté donc à Jérémy Zag à l'époque, et puis après... Et après c'est devenu, voilà, exactement. Après, c'est devenu ce que c'est devenu. Et ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Parce que l'histoire de ce premier post-it, on est en 2023 aujourd'hui, l'histoire de ce premier post-it, c'était 2006, 2007, quelque chose comme ça. Donc c'est ancien. Donc, ouais, ça date. Ouais. Est-ce que ton travail sur Wakfu a influencé le dessin animé ? Alors, est-ce que j'ai embarqué un petit peu de Wakfu dans Ladybug ? Je pense pas. Non, je pense pas. Si ce n'est que la base de ce mélange comédie sentimentale, action,
Et un petit peu tout le background qu'on peut avoir avec la Japanime, bah oui, forcément, mais c'est plus mon bagage personnel et culturel que spécifiquement Wakfu. Par contre, ouais, j'ai beaucoup travaillé sur Wakfu en saison 1, 2, plus les spéciaux, etc., avec Anthony Roux alias Tot. Et c'est aussi quelque chose qu'on partageait déjà aussi. Xa, c'est donc Xavier Houssin, c'est le designer, celui qui a un petit peu mis la patte de Wakfu chez Ankama. On voit bien quoi, c'est pas 100% Japanime, mais encore une fois, voilà, on a cette espèce de pont des cultures. C'est fortement inspiré, mais un petit peu différent. Et on a toute cette génération-là, donc Xa, moi, Tot, Thomas, même Nathanaël, qui est pour le coup le designer de Miraculous, mais qui était aussi designer déjà sur Atom, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on a tous grandi dans les années 80-90 avec... Vous êtes dans la même branche d'âge. Ouais, exactement. Donc on partage un peu la même base culturelle et du coup, ouais, ça s'en ressent dans les projets, ouais, c'est sûr. Ok. C'est sûr. T'as fait quoi comme études? Alors études, ouais, je peux en parler. Avant, j'en parlais un petit peu précisément, mais le truc, c'est que maintenant, ça commence à dater, en fait. Ah, donc ça veut dire que, en fait, Et du coup... ça n'existe plus, quoi. Ce que tu as fait. Si, ça existe toujours, parce que j'ai fait les Gobelins, donc l'école des Gobelins existe toujours, et la formation animation aux Gobelins existe toujours, mais elle a beaucoup évolué. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, si la question c'était genre, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, je pense pas que je ferais le même parcours. Okay. Donc... parce qu'il est plus simple, il est plus compliqué, il est plus long, il est moins long. Alors, il est beaucoup plus long, il fait 5 ans maintenant, ce qui est d'ailleurs un problème pour l'équipe là-bas, parce qu'en fait, ils ont besoin de trouver des gens très talentueux, donc ont un peu de bagage, mais il faut les faire tenir 5 ans dans une école, alors qu'en fait, ils veulent partir plus vite, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis, dans l'animation... Bah là, en plus, je fais suite. Il y avait un petit peu la même question avec Kaamelott, là, juste avant, sur la formation des acteurs et tout. Bah, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, ouais, il faut faire une formation, c'est certain. C'est beaucoup mieux de faire une formation. Et en même temps, laquelle et comment on y accède, eh ben, il n'y a pas deux personnes qui vont donner la même histoire. Donc, moi, la mienne, c'est que j'ai su très tard ce que je voulais faire. Donc je suis resté dans un process très généraliste pendant longtemps. Donc j'ai eu un bac S et après je suis allé à la fac en informatique, enfin maths et informatique. Ouais. Et c'est sur les bancs de la fac en amphithéâtre de maths où je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et donc j'ai commencé à me préparer pour les Gobelins aux alentours de entre 18 et 20 ans quoi. Donc, très tard, par rapport à des gens qui savent, je sais pas moi, des 12 ou 13 ans, que en fait c'est ça qu'ils ont envie de faire, et qui suivent des formations dès 16 ans. Donc j'ai quand même réussi à faire le cursus des Gobelins, mais je suis passé par la fac d'art plastique. Finalement, c'était pas non plus le bon truc. Je suis retourné en prépa. J'ai fait les Gobelins. Et voilà, mon parcours n'a vraiment... ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça a tellement aucun sens qu'en fait, j'ai professionnellement travaillé dans l'animation en couleur BG, enfin couleur de décor à l'époque, avant de faire les Gobelins. Donc j'ai travaillé en fait professionnellement pendant 1 an et demi et j'ai fait les Gobelins après. Avant même de la commencer. Avant de la commencer, ouais. Les Gobelins, moi quand je l'ai fait, c'était la première promo qui faisait 3 ans au lieu de 2 ans de formation. Et en fait, j'avais 1 an et demi de studio d'animation avant. Oui, donc j'étais dans les starting blocks. Ah oui, carrément. Donc mon parcours est complètement éclaté. C'était voilà, c'est juste que je savais que c'est là-dedans que je voulais aller. D'accord. Et que j'y arriverais par tous les moyens. Et après, c'est exactement ce que racontaient juste avant les 2 acteurs pour Kaamelott. C'est les rencontres qu'on fait, rester ouvert et
et savoir un peu s'écouter, quoi. C'est se dire bon, bah là, je suis pas à l'aise. Oui. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, et puis rester fidèle à ses sensations et se dire ok, en fait, voilà, savoir tourner, savoir sentir le vent tourner et surfer la vague, quoi. Hein. C'est Surfer la vague. l'expression qui me revient, c'est ça. Hein. Et là, tu me disais, bon, t'as fait un bac S et tout, mais quand t'étais gamin, tu rêvais d'être quel... Enfin, qu'est-ce que tu rêvais d'être quand t'étais gamin? Gamin, je rêvais d'être chevalier du Zodiaque. Ouais. Et c'est une bonne réponse. Voilà. En primaire, je faisais des... Alors ça, c'est assez rigolo parce que, pour le coup, j'y vois aujourd'hui un pont avec les gens qui font du fan art sur les réseaux, où, par exemple, il y a une série qui va sortir et puis les artistes vont tout de suite s'emparer des personnages et faire des fan art des personnages. Et en fait, moi, je me souviens que déjà petit, je voulais raconter des histoires. Donc en fait, par exemple, j'étais fan de Chevalier du Zodiaque, mais j'ai jamais dessiné un des personnages des Chevaliers du Zodiaque. Ah oui. J'ai tout de suite créé mon Chevalier du Zodiaque à moi et mes histoires, voilà. Donc Bon, tu te crées ton propre truc, quoi. ouais, voilà. Donc la source était le plaisir que j'avais eu de regarder telle ou telle série. Mais par contre, j'ai tout de suite été dans voilà, qu'est-ce que je peux raconter de plus que ce que j'ai déjà sous les yeux, quoi. D'accord. Est-ce que tu t'es inspiré de l'animation japonaise ou américaine? Ah bah donc ouais, bah là on est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Oui, et d'ailleurs je continue de le faire. Il n'y a pas de raison que je m'arrête. Il faut, ouais. Voilà. Par contre, c'est vrai que dernièrement, depuis on va dire fin de saison 1, on va peut-être un peu plus, on va dire saison 2, plus ça va, et plus le format de la série, donc, qui est en 3D, hein, en animation 3D, fait que je m'inspire de plus en plus de la prise de vue réelle. C'est-à-dire que je vais de la prise de vue réelle. D'accord. Voilà, je vais de plus en plus vers le live, en fait, et même dans ma façon de penser la mise en scène ou de filmer les choses. Et c'est d'ailleurs la majeure partie, c'est vrai, on rebondit sur le passage entre Wakfu et Ankama dont on parlait tout à l'heure avec Miraculous aujourd'hui. C'est une des grosses différences entre les deux projets. C'est que dans Wakfu, pour le coup, en termes de code graphique et de structure narrative et de façon de faire venir la pression, de faire des combats spectaculaires, de faire Evangeline et Pimpin qui tombent amoureux et qui s'embrassent, j'avais dans ma trousse à outils de fabrication tous les codes de la Japanimation. Si j'ai envie de mettre une petite goutte, des yeux déformés, des grosses ziplines, des choses comme ça, on y allait à gogo. Et on avait un dessin qui était en flash, mais quand même travaillé de manière traditionnelle, donc avec une ligne, des aplats de couleurs à l'intérieur. Les debugs, c'est en 3D, en volume, dans des espaces réels où on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'une chaise, quand elle est fabriquée et qu'elle est en 3D, elle fait de cette taille-là et pas une autre. Donc on peut... Et ça m'amène de plus en plus à prendre le temps de raconter les choses et à poser les personnages vraiment comme un plateau de live. Donc vraiment, si ça c'était la scène de Ladybug, je mettrais un petit gaffeur ici, un petit gaffeur là, je dirais caméra 1 là-bas, caméra 2 là-bas, et je travaille vraiment comme ça, ce qui n'était pas le cas sur Wakfu. Et plus les saisons passent, et plus je me dirige vers ça. Et d'ailleurs là, du coup, j'en profite pour faire un petit pas en avant vers la saison 6. Mais on fait un petit break entre la 5 et la 6 technique. D'accord. Où on va tout refaire. Voilà. Ah oui, d'accord. On fait table rase. On refabrique tout. Et où justement, on va fabriquer de manière différente. Avec des outils un peu plus actuels aujourd'hui. Mais ça restera quand même l'identité de... Bien sûr. Mais notamment, c'est pas exclu que je puisse, j'en sais rien moi, avoir un casque VR et me promener, moi réalisateur, me promener dans la chambre de Marinette
et de dire bon bah tiens cette séquence là, tu vois, je vais pouvoir lire mon script et puis je vais pouvoir prendre la poupée de Marinette, la poser là, la poupée de Alia, la poser là et dire bon bah voilà, on va filmer comme ci, on va filmer comme ça, voilà. En tout cas, on se dirige vers ce genre de c'est ce genre possible. de façon Dès de à voir. présent, c'est possible d'avoir ce genre de C'est- technique. ouais, tout à fait, ouais. Et il y a d'autres studios qui l'utilisent déjà. Ça commence, oui. D'accord. Ouais, ouais. Impressionnant. Il y a beaucoup de dessins animés qui naissent au Canada, Pas de Patrouille, au Japon avec Ghibli, États-Unis, Disney. Pourquoi on a si peu de productions comme la tienne en France? Est-ce que tu as une idée pourquoi ça l'est? Il y a des difficultés Alors, en fait en France d'avoir ce genre de non, studio. mais alors en plus, je pense que c'est un biais. Je pense que c'est un biais, ça. En vérité, en France, on est on est quasiment le plus gros producteur d'animation au monde, en fait. On est, Ah ouais? ouais. C'est juste que on est un petit pays, en fait. Et quand on fabrique pour les chaînes encore aujourd'hui, pour l'instant. Ça commence à switcher avec les plateformes Netflix et Amazon, mais pour l'instant, on est encore en train de fabriquer pour des chaînes de télé. Et c'est pas la même chose de monter un projet, un budget et toute une industrie pour TF1 et pour juste le peuple français que pour le monde entier. Donc la force de frappe qu'ont les Japonais et les Américains par rapport à nous, et notamment les États-Unis évidemment, c'est d'avoir des millions de personnes et que dès qu'on fait un projet, il est vu par des millions de personnes. C'est un peu plus difficile en France, mais surtout, en France, on fabrique pour les petits. La cible, c'est très très souvent 6 ans, quoi. Et en fait, bon, moi j'ai un enfant aujourd'hui, il a 10 ans aujourd'hui, et ça se comprend en fait. Je parle vraiment juste en termes de production, hein, c'est-à-dire, je suis producteur, je veux créer un projet et le vendre. Aujourd'hui, en France, on est encore dans un système où ce qui va me payer et payer les équipes, c'est la publicité sur la chaîne de télé. Et si c'est la publicité sur la chaîne de télé, ça veut dire que indirectement, mon client, c'est pas le téléspectateur, indirectement, mon client, c'est même pas TF1, c'est les personnes qui vont mettre leur publicité chez TF1. Donc c'est les fabricants de jouets, c'est les fabricants de céréales, c'est les fabricants de gens qui vont se dire ok, TF1 a telle plage horaire pour toucher les enfants, bah moi je vais mettre des publicités à ce moment-là et donc payer la chaîne qui me paye moi en retour. Et quand j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit, quoi. C'est-à-dire que un enfant, aujourd'hui, à 6 ans, il regarde La Patte Patrouille, il regarde Pyjamasque, et derrière ça, tout de suite, il va switcher sur... Déjà, il va abandonner l'animation, il va aller sur des projets live, des choses... voilà, les premières séries live, voilà. Ou bien, s'il continue d'aimer l'animation, il va tout de suite aller voir Naruto, One Piece... voilà, il va faire un gap très très rapide entre je découvre La Patte Patrouille, c'est rigolo, et je suis en CM1, CM2, CE2, et boum, j'ai Netflix, je regarde Dragon Ball Z. Ouais, t'as un gap direct. Voilà. Et ça, c'est des produits qui sont déjà fabriqués au Japon et importés et diffusés, mais surtout, elles sont diffusées sur des chaînes payantes ou des chaînes à thème. Et c'est la grosse différence. Sur Miraculous, nous, on fabrique pour des chaînes publiques. Donc TF1, Disney, etc. Donc évidemment, maintenant, ça a tendance à être rediffusé sur des plateformes. Mais la première diffusion, c'est sur une chaîne publique. C'est ça. Et en fait, dans la façon de fabriquer, dans la façon de raconter, ça a un impact considérable. Parce que ça veut dire, par exemple, qu'on doit être absolument irréprochable. Notre produit, pour appeler ça comme ça, mais un épisode de Ladybug, un enfant doit pouvoir allumer la télé, tomber sur Ladybug, et ne rien voir qui puisse
le traumatiser ou l'inquiéter ou Ça ou va être dur. Voilà. Alors que un parent qui paye un abonnement Netflix à un enfant et qui dit tiens, tu peux regarder ça, Il n'y a aucune sécurité. il n'y a plus de problème. C'est ça. Voilà. Donc les produits, par exemple, américains, en fait, ils sont sur Cartoon Network. Cartoon Network, c'est une chaîne. Faut avoir le câble ou faut être. Voilà. Et c'est une différence fondamentale en termes de production de contenu. En France, on fait par exemple des produits adultes. Par exemple, j'imagine ici que tout le monde a déjà vu Last Man, ou connaît en tout cas Last Man. Bon, c'est un produit français adulte. Il a été produit avec des contraintes complètement différentes et fatalement avec beaucoup moins de budget. D'accord. Tu parlais de ton petit garçon qui a 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il a la possibilité d'avoir les épisodes avant pour savoir si ça lui plaît? Est-ce que mon fils il voit les épisodes avant tout le monde? C'est peut-être ça que je demande. Non, mais savoir, est-ce que par exemple, tu lui as déjà montré un épisode avant qu'il soit diffusé pour savoir si Non. une autre touche, quoi. Non, on fait pas de. Non, alors ça se fait beaucoup pour les longs métrages ou les choses comme ça, mais non, on fait pas. D'accord. On fait pas de comment ça s'appelle? On fait pas de test de preview, quoi. Non. Ok. Non. Plein de parents retrouveront des objets dérivés de Miraculous au pied du sapin. Penses-tu que les produits dérivés puissent renforcer le succès de la série ou pas? Ah oui, alors ça, j'en suis convaincu depuis que moi-même j'achète des figurines. Donc oui, c'est certain. Oui, bien sûr. On a eu un peu le même genre de parcours chez Ankama, parce qu'en Ankama c'est pareil, ils ont tout de suite essayé de fabriquer eux-mêmes leurs goodies, parce que, encore une fois, Tot, c'est pas un hasard. Tot, lui aussi, est fan de produits dérivés, et il s'achète lui-même des figurines, donc je fais ma série, je veux mes figurines, évidemment, allons-y. Mais c'est une industrie qui est très, très compliquée. Pour fabriquer des choses de qualité, qui tiennent le choc, etc., c'est vraiment un métier à part entière. Ça s'improvise pas, en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, il faut passer par une phase d'apprentissage de ce que c'est. Et là, ça commence à bien progresser. Là, je peux pas trop en parler, évidemment, mais pour le coup, moi, j'ai vu en interne chez Zag, là, plein de prototypes et de projets à venir sur le merchandising Miraculous, et voilà, ça commence vraiment à être voilà. On est en train de refabriquer tous les Miraculous, par exemple, toutes les poupées, toutes les peluches. Il y a vraiment des choses super quali, quoi, qui arrivent. Donc est-ce que ça sera pour cette année ou pour Noël 2023? Je ne peux pas trop dire. Je miserais plutôt sur Noël 2023, mais il y a plein de choses super chouettes qui arrivent. Ouais. Ok. On va passer aux questions du public. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va passer dans le public. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois qu'il y a quelqu'un. Alors, par contre, le micro, il va arriver, il est là-bas. Je crois que tu as une question qui est tout là-bas, à moins que tu aies quelqu'un vers ici. Levez la main pour ceux qui ont des questions. Ah ils sont tous là-bas. Il va falloir que tu fasses le tour. Et, ils sont tous devant en plus. Ici. Ils mettent carrément avec leur portable ici, venez. Tu me donnes envie de me lever aussi. Je vais me lever aussi. On va se lever. Comme ça, je vois les gens en plus. Ouais. Alors, première question. Bonjour. Alors, tu es où? Ici. Ah, devant. Bonjour. En fait, ma question, c'était quelle est la source d'inspiration, enfin, qu'est-ce qui vous inspire le plus quand vous créez les épisodes? La vie, qu'est-ce que je te dis? L'équipe d'écriture et moi-même, aujourd'hui, où en est le projet, on s'inspire plus de choses. Ce qui inspire et ce qui nourrit le projet, c'est le projet en lui-même. On avait eu un petit peu la même situation sur une précédente série qui s'appelait Mikido à l'époque.
Là où on peut trouver des inspirations, c'est dans le concept, c'est-à-dire le fait que c'est une fille qui se transforme, donc forcément, voilà, on pense Sailor Moon, etc. Donc il y a des inspirations comme ça à la création du projet. Mais une fois que le projet il est créé, c'est plus comme quelqu'un qui fait son jardin. T'as ton univers, t'as posé les codes, les règles qui le régissent, t'as posé les caractères des personnages, et en fait, le truc est vivant. C'est-à-dire que déjà à cette étape-là, pardon, il commence à avoir sa propre vie. Donc, la façon d'écrire, c'est de dire si j'ai envie de parler de tel thème, je vais choisir un thème, et puis je vais prendre le petit caillou, je le jette dans la mare, paf, et je regarde ce que ça produit. Et ça s'écrit, c'est pas que ça s'écrit tout seul, mais c'est les circonstances qui font que tel personnage, il pourra pas réagir autrement que de réagir comme ça. Et s'il réagit comme ça, mais qu'il est en présence de tel autre, voilà, ça fait des effets de domino en fait. Et c'est comme ça que ça se crée. Moi, en mise en scène, c'est la même chose. J'ai mes personnages, j'ai mon décor, j'ai la situation. Je vais pas inventer une nouvelle façon pour Marinette d'être Marinette. Marinette, aujourd'hui, pour moi, elle existe. Voilà. Donc, je peux la mettre en valeur, mais je peux pas vraiment complètement la changer. Non. Et donc, ce qui nous inspire, c'est pas vraiment qu'on a des inspirations, c'est qu'on a des thèmes qu'on aimerait aborder ou des sujets qu'on voudrait traiter. Et où on se dit, tiens, ce serait intéressant de parler de tel thème ou de tel sujet avec tel personnage. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se crée que d'inspiration culturelle. C'est des envies d'histoire et des envies de thèmes. Comme n'importe quoi. Les violences policières pour Tchiline, par exemple. Mais... Alors, une autre question. Bonjour, Alors, où es-tu? je suis là, debout. Ah, là. Est-ce qu'on aurait droit potentiellement à une date pour la sortie du film? Voilà. Alors, moi, je ne me suis jamais occupé du film. Donc, même pour être complètement honnête, j'ai pas lu le scénario et je m'en tiens à l'écart. Parce que c'est un projet qui est chapeauté principalement par Jérémy Zag, qui a son idée de ce qu'il veut faire. Et comme moi, je suis dans la série et que je veux rester concentré sur justement ce dont on parlait juste à l'instant, sur l'alchimie entre les personnages et l'univers tel qu'on l'a monté dans la série, je me suis tenu à l'écart de ce qui pouvait être créé sur le long métrage pour pas court-circuiter les deux projets. Voilà, parce qu'on est tous un peu dans la création, on est tous un peu des éponges. Donc je sais que si j'entends quelque chose sur le long métrage, rien que le fait de l'entendre, je vais me l'approprier et peut-être que inconsciemment, je vais le ressortir d'une autre manière dans la série. Et il ne fallait pas que les deux projets infusent l'un avec l'autre. Donc je m'en suis tenu à l'écart depuis le début. Après, voilà, le projet il suit son cours. C'est un long métrage, c'est long à fabriquer. Il y a des changements. Pour le coup, il y a effectivement des prévisualisations pour voir la réaction, éventuellement que ça retourne après à la fabrication ou la réécriture. Donc non, je n'ai pas de date. Si j'en avais une, de toute façon, ce serait un peu trop tôt pour la donner. Voilà. Mais ça arrive, c'est toujours en fabrication. C'est en cours. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, une autre question. Ah, juste là. Merci. Bonjour.
Ce serait pour demander quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'animation 3D. Alors, il y en a beaucoup. Bon, donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Déjà, c'est effectivement trouver une formation. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a même des online. Donc, on peut même le faire depuis son salon. Donc, ouais, déjà faire une formation. Après, comment dire ça? Il y a les techniciens dans l'animation et il y a le côté auteur et artistique. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais ce que je veux distinguer, en fait, en gros, c'est est-ce que mon intention, quand je veux travailler dans l'animation, c'est de créer des choses et de raconter des histoires, ou est-ce que c'est de participer à un projet et de faire partie de l'équipe et d'animer. Et c'est quand même deux logiques différentes, deux approches en tout cas différentes. Mais après, il n'y a pas plus de règles que ça. C'est faire une bonne école via les professeurs ou les rencontres ou les... Donc ça peut être des rencontres entre élèves, hein, ça peut les rencontres entre élèves, les rencontres avec les professeurs ou les rencontres pendant des stages, pendant la formation. Commencer à se créer son réseau, commencer à connaître le nom des studios dans sa région ou en France ou à l'étranger, éventuellement viser un studio qui nous intéresse, voilà. Et après, aller frapper à la porte, montrer son book, avoir son book sur ArtStation ou ce genre de plateforme-là. Et puis bon courage en fait. Voilà. Il en faudra. Mais il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et si peut-être un truc, et encore une fois, ça fait miroir à ce que je disais tout à l'heure, mais savoir écouter, pas s'enfermer trop tôt dans quelque chose qui ne nous convient pas. C'est-à-dire qu'en formation, il faut être le plus large possible, il faut toucher à tout. Mais particulièrement dans les métiers techniques, on peut très très vite s'enfermer dans un secteur qui en fait ne nous intéresse pas. Et une fois qu'on est lié à ça, c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué d'en sortir. Donc il vaut mieux, c'est pas tellement de rester prudent, parce qu'il faut savoir saisir sa chance, et des fois c'est « Bonjour, t'es disponible ?» Oui. Et si t'avais dit non 2 minutes après, c'était terminé. Donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais « faut savoir surfer ». On est en plein dedans. Faut pas s'enfermer, en même temps faut tenter des choses, faut être ouvert, en même temps faire attention. Voilà, en tout cas, être le plus large possible. Et quand on choisit d'aller dans un studio et de commencer à travailler dans un studio, essayer de pas trop s'enfermer tout de suite dans un secteur trop précis. Parce que faut... Il n'y a pas de fin en fait à se former. C'est pas je me forme et une fois que je suis formé, je travaille. C'est je me forme, ma formation se transforme en travail et je continue de me former toute ma vie. Enfin, moi, je continue d'apprendre des choses. J'ai eu mes premiers cours sur Unreal la semaine dernière. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est sans cesse. Faut toujours se nourrir, faut toujours continuer de regarder des choses, faut avoir la même curiosité tout le temps. Et ça s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas d'étape. C'est continu. La vie est une formation. Ouais. Particulièrement dans ces métiers-là. Parce que... moi, Tu ne peux pas rester sur un acquis et rester sur un... Moi, quand j'ai commencé à me former, par exemple, le logiciel, c'était Lightwave. Pour ceux qui ont connu, tu vois. C'était Lightwave, après c'est devenu 3ds 4, 3ds Max. Ensuite, il y a eu Maya. Enfin, voilà, quoi. Donc, et c'est vraiment en plus des façons ou des logiques de pensée différentes d'un soft à l'autre. Donc, voilà, faut rester curieux. Ok. Ce sera la dernière question. Ah, déjà. Eh oui. Ça passe beaucoup trop vite. Ça passe vite. Hein. Alors, je sais pas où est le micro. Merci. Ah, là, juste ici. Bonjour.
Oui, bonjour. Comment Chat Noir a été créé? Alors, Chat Noir, je connais pas l'histoire de Chat Noir. En fait, je connais l'histoire de Ladybug, mais Chat Noir, il a été créé en réaction à Ladybug. C'est-à-dire que, ok, Ladybug va avoir le pouvoir de la chance. Ah, il nous faut c'est le yin et le yang. Le yin et le yang, ça revient dans Miraculous tout le temps. On a Ladybug, je crée. Il nous faut la destruction. Qu'est-ce que c'est qui porte la poisse? Le Chat Noir, ça porte la poisse. Voilà. C'est comme ça qu'on en est venu à Chat Noir. Ouais. Ouais, très bonne réponse. Qui conclut bien. Merci à toi. C'était un plaisir Merci de tout le t'avoir. monde. Ouais. Un maximum de bruit pour Wilfried, s'il vous plaît. Ouais. Un peu plus. Voilà. Est-ce que tu fais des dédicaces pas... Bon, là, ça va se finir, mais demain, est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis en dédicace demain. Et je sais plus l'heure. C'est 12h45 encore. Peut-être. Enfin, il y a deux séances demain en début d'après-midi et en milieu d'après-midi. Donc, je dédicace toute l'après-midi. Ok. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Encore de bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci. Merci à toi.